Bonjour à tous, je me présente, je suis Monique Barbu, je suis la ministre de la Transition écologique de la France et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cet événement de clôture. Donc nous allons commencer par faire un premier événement avec les deux présidents qui comptent pour nous, celui de la COP 21, enfin il y a 10 ans à Paris, Monsieur le Président Fabius, et vous avez à côté Monsieur le Président Correa de Lago qui aura la lourde tâche de nous guider, de nous accompagner à Belém pour la COP 30. Et bien évidemment, 10 ans après l'accord de Paris, il nous semblait important d'avoir cet événement ici. Et vous êtes tous les deux la preuve vivante que le multilatéralisme existe, qu'il est porteur d'espoir. Aujourd'hui, nous avons eu 3 tables rondes sur le méthane, le charbon et les solutions fondées sur la nature qui combinent atténuation, adaptation et respect de la nature. Je vais d'abord m'adresser à vous, Monsieur Fabius, pour vous poser la question suivante. Comment, en tant qu'ancien président de la COP 21, et avec tout le recul que vous avez aujourd'hui, vous conduiriez ces négociations internationales à venir pour avancer sur ces thèmes qui nous paraissent essentiels, en particulier la sortie du charbon, l'atténuation de nouveaux gaz comme le méthane, et aussi d'autres sujets qui sont plus à cheval, je dirais, sur les questions de développement économique, protection de la biodiversité et climat. En gros, quels sont les conseils que vous nous donneriez, compte tenu de votre expérience sur sur la façon de conduire ces négociations? Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Et c'est un grand plaisir de me retrouver avec vous et notamment avec mon bon ami André qui va avoir la lourde tâche de conduire la présidence de la COP de Belém. Sachant que, parce que peut-être vous ne le savez pas, l'une des bonnes initiatives qui a été prise par la présidence brésilienne, c'est de créer ce que tu as appelé le cercle des présidents de COP. C'est-à-dire que tu as rassemblé sous ton autorité l'ensemble des présidents de COP depuis la COP de Paris. C'était une idée excellente, avec quand même une réserve, c'est que tu m'as demandé de la présider. Alors, pour répondre à votre question, Madame la Ministre, je me garderai de donner des conseils à André, qui connaît parfaitement ces sujets, qui a suivi toutes les COP, et qui, de même que son président, a une idée extrêmement forte sur ce que doit être la COP de Belém, avec une vision plus large, à laquelle je souscris totalement, qui est qu'il faut se situer dans la continuité de l'accord de Paris, parce que l'accord de Paris, n'oublions jamais cela, ça porte bien sûr sur la question du climat, mais c'est le symbole du multilatéralisme, du développement et de la paix. Et c'est, avant de répondre à votre question précisément, Madame la Ministre, peut-être une des choses principales que je peux dire. Mesdames et messieurs, que personne ici ne se fasse d'illusions. L'accord de Paris est attaqué. Il est attaqué. Alors, parfois, on l'attaque avec déférence. Parfois, on l'attaque avec insistance. Parfois, on l'attaque d'une manière violente, en le quittant. Et, j'ajoute en passant, en demandant à d'autres de le quitter. Donc ne croyez pas que les choses soient acquises et que l'accord de Paris soit considéré par tous
comme étant inébranlable et inviolable. Pas du tout. Et si on l'attaque, c'est à la fois parce qu'il donne les clés de l'objectif, parce qu'il donne les procédures, et parce qu'il est le symbole du multilatéralisme, de la recherche, du développement, de la paix et de la préservation du droit. C'est ça qui est en jeu, au-delà du seul enjeu climatique. Maintenant, pour être plus précis, vous avez abordé, Madame la Ministre, toute une série de thèmes au cours de la journée, et j'en prendrai un, qui est la question du méthane. Il se trouve que, quand on regarde quelles sont les causes qui expliquent les émissions de gaz à effet de serre et quelles sont ces émissions, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est le fameux dioxyde de carbone, CO2. Et c'est vrai que ces émissions de CO2 sont extrêmement nuisibles et toute une série de mesures sont prises ou doivent être prises pour les réduire et, si possible, les éliminer. Mais on oublie le méthane, qui, pour des raisons complexes, vient rarement dans l'analyse et dans la conversation, fût-elle éclairée. Dioxyde de carbone, c'est CO2, méthane, c'est CH4. Tout le monde a entendu parler du CO2, très peu de monde a entendu parler du CH4. Or, je vais dire des choses précises, parce qu'on peut avoir des idées générales, mais enfin, en général, il faut les appliquer aussi sur des choses précises. Quand on regarde quelle est la responsabilité au cours des dernières années du méthane et du dioxyde de carbone dans les émissions de gaz à effet de serre, le méthane compte pour 30%. C'est pas rien. Et le méthane présente cette double propriété d'avoir ce qu'on appelle un pouvoir calorique beaucoup plus fort que le CO2, et en même temps de rester beaucoup moins longtemps dans l'atmosphère. Voilà les données techniques. À quoi j'ajoute que le méthane a 3 sources principales. L'une bien connue qui vient de l'accompagnement des émissions de pétrole ou de gaz, tout ce qu'on appelle le flaring. L'autre qui est lié aux déchets. Et le troisième, dont je ne parlerai pas longuement ou même pas du tout, qui est... vous verrez concrètement ce à quoi je fais allusion, les émissions de gaz par le bétail. Bien. Ce qui est un autre problème, j'espère qu'il sera résolu technologiquement, mais qui pose d'autres questions, notamment dans des pays comme l'Inde ou quelques autres. Bon. Alors, prenons les 2 premiers cas. 30% des émissions dont on parle très peu et qui sont concentrés essentiellement industrie pétrolière, industrie gazière et traitement des déchets. Et il se trouve, dernier élément technique, que si on arrive à diminuer ces émissions de méthane, ça a un effet considérable sur les possibilités de réduire l'augmentation de la température. Les chiffres sont constants. On peut, là nous sommes en 2025, alors selon qu'on prend l'horizon 2030 ou 2040, arriver à diminuer les évolutions de la température entre plus 0,3 degrés ou plus 0,5 degrés, ce qui est évidemment énorme. À un moment où nous sommes tous préoccupés par le fait que nous allons franchir la barrière des 1,5 degré, j'espère, Madame la Ministre, qu'on reviendra sur ce point, parce que ça nous oblige quand même à penser les choses un peu autrement. Arriver, si on le peut, à diminuer la perspective d'évolution de 0,3 ou 0,5, ça change tout. Et donc, la question, à partir de cette analyse, qui je crois est incontestable, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il y a des choses qui ont déjà été faites, notamment, et la France et d'autres pays ont participé, et il faut s'en réjouir, le pledge, comme on dit en bon français,
sur le méthane qui rassemble beaucoup de pays et qui déjà a donné un certain nombre de résultats, mais pas suffisants. Il y a une autre idée qui est avancée, portée notamment par la première ministre que nous écouterons tout à l'heure, qui est d'être plus ambitieux et d'avoir un protocole. Bon, c'est très ambitieux, c'est très souhaitable. La difficulté, c'est que dans le contexte actuel, c'est pas très facile d'arriver à bâtir un protocole international qui concerne très largement. Et puis, évidemment, ça ne peut fonctionner que si, notamment l'industrie pétrolière et l'industrie gazière, font les efforts qu'il faut. Techniquement, c'est possible. C'est un coût qui, selon les experts, n'est pas excessif et qui même, sous certaines hypothèses, peut devenir, si j'ose cette expression, un coût négatif, c'est-à-dire peut au contraire rapporter de l'argent. Donc vous voyez là qu'il y a une mine d'or. Et donc je suis très très heureux que ce soit un des thèmes que vous avez choisi d'aborder, parce que nous allons parler, bien sûr, et André va le faire éloquemment, de ce que signifie l'accord de Paris, pourquoi Belém s'inscrit dans la perspective de Paris, et ce que ça veut dire du point de vue concret du réchauffement climatique, et plus largement de la question du multilatéralisme. Mais il y a des solutions. Et parmi ces solutions concrètes, il y a de diminuer les émissions de méthane. Et j'espère et je crois qu'à Belém, cette question sera traitée. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Fabius. Vous avez fait un plaidoyer extrêmement concret et appuyé effectivement sur des données que certains d'entre nous connaissent, pas tous forcément. Et donc, du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Delago, et la question qui suit, c'est est-ce que vous allez inscrire ces thèmes dans l'agenda de la COP30 et sous quelle forme? Et quelque part, quel type de méthode de négociation vous pensez avoir à la COP30? Bon, oui, d'abord je suis tout à fait d'accord évidemment avec Laurent, c'est vraiment extrêmement important. Et Madame la Ministre, je suis content que la France, le Brésil, la Chine et d'autres vont, je crois, soulever cette question du méthane de façon très claire pendant le sommet. Et donc le 6 novembre, et aussi pendant le reste de la COP, parce que c'est vraiment une possibilité extraordinaire de réduire des émissions si clairement attaquables, si je peux me permettre. Parce que la question des déchets, par exemple, c'est le genre de projet qui est extraordinairement bien reçu par la population et qui a un impact extraordinaire sur la qualité de vie des personnes. Et parfois, les projets d'atténuation ne sont pas si proches des personnes et les personnes en général sont plus sensibles aux questions d'adaptation et en fait c'est un cas où l'adaptation et l'atténuation marchent. Donc oui, le méthane sera un thème très important pour Belém et j'aimerais dire que j'adore recevoir des bons conseils de Laurent et des autres membres du cercle de présidents de COP que nous avons créé. Et je suis aussi très heureux de voir parce que nous avons créé 4 cercles pour préparer la COP. Alors il y a le cercle des présidents, il y a le cercle des ministres des Finances, il y a le cercle des peuples qui est le cercle qui a non seulement les indigènes, mais aussi les afrodescendants du Brésil, d'Amérique, un peu partout. Et puis nous avons le cercle du bilan éthique global que la ministre de l'Environnement du Brésil, Marina Silva, est en train de
travailler, qui a déjà travaillé et qui a des résultats extraordinaires. Je veux remercier ici la présidente du Chili, Madame Bachelet, qui a été très active dans ce cercle du bilan éthique, parce que la ministre de l'Environnement du Brésil dit que depuis Paris, nous devons écouter tous les secteurs de la société pour assurer que nous incorporons dans les négociations cette dimension qui, je crois, s'est un peu perdue, surtout à cause de l'évolution de la technologie et aussi par l'augmentation des inégalités et pour des questions vraiment d'intégration des populations vulnérables dans le processus des négociations. Donc, je suis très heureux vraiment d'être là avec vous, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et je sais que vous avez eu un échange entre présidents de COP dans le cercle dont vous venez de parler. Et du coup, je voudrais vous demander un peu plus largement, 10 ans après l'accord de Paris, vous voyez l'ensemble de ces discussions s'articuler comment, avec qui, pour faire quoi? Et il faut oser dire des choses. Enfin, par exemple, voyez-vous l'utilité à avoir une COP annuelle? Comment voyez-vous en fait quelque part la gouvernance nouvelle que nous devrions mettre en place, si on doit en mettre une? Et cette question, je vous l'adresse à tous les deux. Oui, c'est une question absolument fondamentale. Paris, c'était il y a 10 ans. Et Belém, c'est dans 10 jours. Alors, compte tenu de ce qu'on comprend de l'évolution de la société, où tout va très vite, où tout ce qui a plus de quelques semaines devient obsolète, Paris peut apparaître à certains comme une vieille lune. Et quand certains appuient, je ne citerai pas de nom, sur les côtés insuffisants de Paris, jusqu'au point de s'en éloigner, certains qui ne sont pas sans moyens, d'après ce qu'on comprend, je disais tout à l'heure, Paris est attaqué. Et donc il faut commencer, Madame la Ministre, comme nous le faisons avec André et dans notre cercle des présidents de COP, par expliquer pourquoi Paris est un succès. Alors il faut répéter des choses qui ne sont pas connues de la population. La population, aidée par certains appuis mal intentionnés, dit « Mais écoutez, Paris, ça a servi à quoi, puisqu'il continue d'y avoir un réchauffement climatique ? Et même, vous êtes fixé 1,5 et vous allez dépasser cet objectif. Alors, c'était derrière nous. Maintenant, il faut faire autre chose, ou plutôt rien du tout. » Non, la réalité n'est pas celle-là. Il faut partir de la science qui nous dit, et c'est désormais incontestable, qu'avant l'accord de Paris, le trend pour la fin du siècle était 4 degrés, 5 degrés, et que la réalité aujourd'hui, même si elle est excessive, est 2,8 degrés. Et à chaque fois qu'on prend 1/10 de degré, c'est des millions de vies qui sont en jeu. Et il faut répéter ça. Et pas se contenter de dire ça. Dire que, du point de vue de l'investissement et de l'emploi, tu as cité les chiffres ce matin, André, il y a eu un boom extraordinaire des énergies nouvelles, dans le même temps où, malheureusement, les énergies, traditionnelles continuaient d'avoir un certain poids, bien que nous ayons décidé à la Coupe de Dubaï, transitioning away from fossil fuel. Mais il y a eu des progrès considérables. Et les entreprises, peut-être pas toutes les entreprises, mais énormément d'entreprises, ont compris qu'aller dans le sens de réduire le changement climatique et préserver sa propre compétitivité, c'était la même chose. Et certains pays, en particulier en Europe, ont compris que s'ils voulaient être indépendants et assurer leur sécurité, il fallait qu'ils changent leur modalité énergétique.
Donc tout ça, c'est des faits, mais s'ils ne sont pas suffisamment répétés, eh bien, il y a une grande méfiance qui est évidemment accentuée ou utilisée par certains dont je parlais. À partir de quoi? Et André, tu me corrigeras si je me trompe, parce que c'est toi le maître d'œuvre. La COP de Belém va s'inscrire dans la lignée de la COP de Paris, mais en tenant compte des éléments nouveaux. Et c'est pourquoi je dis souvent, quand on me demande de résumer pourquoi Paris a été un succès, je dis, en me référant à l'anglais, à cause des 3 S. Science, Society and States. À cette époque, nous avons réussi à opérer la conjonction entre la science, qui n'était pas critiquée autant qu'aujourd'hui, entre la société, peut-être pas toute la société, mais beaucoup de la société qui allait dans le sens de, et évidemment déterminant les States, puisque nous avions mis d'accord, l'époque s'y prêtait, et puis la diplomatie est là aussi, pour y arriver. Aujourd'hui, la science est attaquée, society, il y a des éléments, y compris suscités, qui contestent, et States, non. Alors, il faut passer, toujours en anglais, des 3 S aux 3 I. Implementation, Inclusion and Innovation. Implementation. Ce qu'on nous demande, et si j'ai bien compris, ce que veut faire le président Lula et ce que tu veux faire, c'est pas d'inventer des nouveaux objectifs, c'est, comme on dit en anglais, de délivrer. Les gens nous demandent, à chaque COP, on dit on va faire ci, on va faire ça, financièrement, etc. Eh bien, maintenant, le moment est venu de dire, voilà, l'implémentation, elle est là. Alors ça, c'est un changement politique. On dit parfois, mais quels vont être les résultats politiques? Il faut donner des nouveaux objectifs politiques. Pas du tout. L'objectif, c'est de délivrer, d'implémenter. J'ai entendu une autorité internationale dire, comment ça? Drill, baby drill? Je dirais implement, baby implement. C'est de ça qu'il s'agit, d'abord. Bon. Alors, ça veut dire très concrètement que la TFFF, bon, tu vas y arriver. Si, je l'espère. On en a besoin. Surtout là où est la COP. Ça veut dire que du point de vue financier, il va falloir délivrer. Enfin, implement. Inclusion, l'inclusion. Ça, c'est une innovation très importante que tu as décidée avec le président Lula. C'est-à-dire que, classiquement, c'était les États qui intervenaient. C'est les États qui votent. Mais là, l'orientation, c'est qu'on va mettre davantage dans le coup les autorités locales. Local actors, les entreprises, business, parce que si elles ne sont pas là, comment on peut faire? Et l'ensemble des acteurs, l'inclusion par rapport à d'autres préoccupations. Je sais, Madame la Ministre, que c'est un de vos thèmes à juste titre favoris. On ne peut pas, comme à Paris, penser uniquement au climat. Maintenant, le climat est interdépendant, on le sait, d'autres grandes COP, les océans, la biodiversité, etc. Donc, il va falloir mettre ça en œuvre au thème de l'inclusion. Et ça va se traduire notamment par une modification de ce qu'on appelle dans le jargon « Action Agenda », c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 500, 600 actions dont personne ne sait quel est le bilan, tu as proposé un dessin beaucoup plus précis où il va falloir mettre en œuvre les moyens de vérifier ce qui est fait avec des objectifs, des résultats et puis des calendriers. Ce n'est pas la même méthode, mais l'objectif est toujours le même. Et puis, innovation, parce que tu as décidé qu'on va parler aussi du thème de la justice, on va parler aussi, la Cour internationale de justice a pris une décision qui n'est pas nulle, et qui dit que ce qui est à Paris, ce n'est pas simplement souhaitable, c'est une obligation légale, avec la possibilité de poursuivre l'État qui ne ferait pas le nécessaire. Avec aussi, et c'est un thème qui est discuté en ce moment, la discussion sur les fake news et comment on donne une information correcte. Bref, les 3 I, c'est une nouvelle manière
d'être fidèle à l'accord de Paris, mais de porter les choses plus loin. Voilà ce que j'ai compris de l'ambition du président Lula et du président André. Alors on va laisser le président André nous dire, lui, comment il veut construire et comment il projette, au-delà de la COP30, l'avenir de ce processus de négociation. Bon, alors, en tant que diplomate, je peux dire que les diplomates qui négocient, que ce soit l'OMC, que ce soit le climat, sont très jaloux de leur espace. Et donc, la question climatique, au début, semblait un peu isolée. C'était un thème, au début, essentiellement scientifique, mais peu à peu, tous les thèmes sont rentrés, que ce soit la santé, que ce soit le commerce, que ce soit l'économie en général. Et donc, on ne peut plus résoudre le problème du climat seulement entre experts de climat ou de négociation de climat. Mais la légitimité de la négociation sous la Convention et sous l'accord de Paris est indiscutable. Et la première raison d'avoir ce cercle de présidents, c'est d'assurer que nous sommes entourés de tous ceux qui ont développé Paris, qui ont fait Paris et qui ont développé Paris, et qui vont venir avec des idées de comment on peut continuer. Alors, 10 ans après Paris, plusieurs choses se sont passées. Non seulement il y a des très bons résultats, mais d'un point de vue structurel, on a négocié tout ce qu'on avait décidé de négocier sous Paris. Les obligations des pays, ce qu'il faut présenter, comment il faut présenter les choses, et même le marché carbone sous l'article 6. Donc, l'accord de Paris est prêt pour être mis en œuvre. Il n'y a plus de raison d'attendre des négociations pour l'action. Donc, or, l'action est indépendante de la négociation parce que on a un mandat. Donc, chaque pays choisit ce qu'il veut faire à partir du mandat. Et je crois qu'il y a une certaine tendance, parfois chez les négociateurs, que non, la mise en œuvre aussi doit être plus ou moins contrôlée par la négociation. Or, la négociation a une énorme force, c'est qu'elle a besoin du consensus. Mais c'est ce qui la rend aussi très difficile. Donc, il faut réserver la négociation à ce qui doit devenir d'une certaine façon légal, encore plus après la Cour internationale de justice. Donc, qu'est-ce que c'est aller au-delà? C'est d'être sûr que toutes les autres institutions et structures soutiennent le combat du réchauffement climatique. Et donc, le cercle de ministres des Finances est dans ce sens-là. On a besoin des ministres de Finances parce que les réponses pour le combat contre le réchauffement climatique sont des réponses économiques et sont des réponses où les gouvernements doivent travailler avec plusieurs ministères, voire tous les ministères. Donc, il faut aussi les banques internationales de développement. Je ne sais pas si tu te souviens, Laurent, mais au début de la négociation à Rio en 1992 pour la Convention, on ne pouvait pas citer la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale, c'était pas sous les Nations Unies, c'était quelque chose de différent. Donc le premier fonds pour le climat et la biodiversité a été mis sous la Banque mondiale, le GEF, et tout le monde était révolté, mais non, mais on ne contrôle pas le GEF s'il est... Bon. Alors il y a eu une très bonne évolution, c'est qu'on a eu, maintenant, on a le Fonds vert du climat, qui est sous le contrôle de la Convention du climat. Or, tous ces fonds qu'on a créés sont excellents, ils sont très utiles, mais ils suivent encore une logique du début de la négociation où on croyait qu'on allait pouvoir résoudre les problèmes de réchauffement climatique avec des fonds spécifiques, comme on l'avait fait avec un succès extraordinaire avec l'ozone.
parce que le protocole de Montréal est la démonstration que le multilatéralisme fonctionne et que on met des diplomates ensemble et ils résoudent le problème. C'est extraordinaire. On a réduit 95% des gaz qui provoquent le problème de l'ozone. Donc, cet exemple de l'ozone, qui est un gaz spécifique, c'est 8 gaz en fait, ne peut pas être copié pour le réchauffement climatique parce que, en fait, le réchauffement climatique, c'est toute l'économie, c'est toutes les activités pratiquement, et tous les pays du monde doivent revoir un peu leurs projets de croissance et leurs projets de développement. Donc, on a besoin des fonds, on a les fonds, mais les fonds couvrent 40 milliards de dollars au plus, par an, au plus. Et nous sommes en train de parler de 1300 milliards maintenant. Donc, on a besoin des banques de développement, on a besoin du secteur privé, on a besoin des philanthropies, on a besoin de plusieurs idées. Et c'est là que M. Babayev, le président de la COP 29, un très cher ami qui est là-bas au premier rang, et moi, M. Babayev et moi, on va présenter le 3 novembre un rapport sur comment pouvons-nous essayer d'atteindre 1300 milliards de dollars par an à partir de 2035. C'était très simple, non, Babayev? C'était très facile de trouver 1300 milliards de dollars. Mais en tout cas, mais on va présenter un document. Et donc, il faut aller... c'est tellement immense que certaines personnes se disent « Ah, mais c'est pas possible, on va jamais réussir ». Mais aujourd'hui, tu as donné l'exemple de la pandémie. Quand on a eu la pandémie, en quelques mois, le monde s'est organisé, a trouvé les ressources et a trouvé des solutions. Et heureusement, on a eu les résultats qu'on connaît. Bien, écoutez, je vais vous remercier tous les deux. Je pense que votre dernier message en particulier est un message d'optimisme quelque part sur le multilatéralisme. Je pense aussi que de toutes les façons, enfin, en tant qu'être humain, on est condamné à gagner cette guerre parce que sinon, on ne parlera plus beaucoup de notre avenir, quel qu'il soit. Donc voilà, je crois que vous avez aussi beaucoup de pays qui doutent, qui ont envie d'agir, qui ont envie de faire, mais qui ne sont pas sûrs non plus des voies à emprunter, ni quels seront les moyens qui seront mis en place. Et je crois que collectivement, il nous faut essayer d'embarquer le plus de monde possible encore. Comme l'a dit très justement le président Fabius au début de son propos, il nous faut continuer à dire les mêmes messages inlassablement afin qu'ils percolent véritablement toute la société. Et donc, merci beaucoup, Monsieur le Président Fabius. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président Correa del Lago. Et on se retrouve tous à Belém dans 8 jours. Merci encore, applaudissez bien. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Vous pouvez dire aux gens de rester assis, car il y a la suite qui arrive. Nous allons maintenant passer à la clôture de cette journée. Nous attendons incessamment le président de la République, M. Emmanuel Macron, et la première ministre de la Barbade, Mme Mia Mottley. Je vous prie donc de bien vouloir rester à vos sièges. Ils arrivent dans 1 minute. Madame Mia Mottley, I'm very happy to meet you.
Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, c'est un très grand honneur pour tous les participants de vous accueillir en cette fin de journée dédiée aux 10 ans de l'accord de Paris. Comme vous le savez certainement, nos échanges ont été structurés en 3 tables rondes sur le méthane énergétique, la sortie progressive du charbon et les solutions fondées sur la nature. Ce sont des thèmes sur lesquels vous avez constamment insisté lors des COP précédentes, en particulier sur ce lien entre nature et climat, dont je sais qu'il vous tient à cœur à tous les deux. Cette journée a aussi été l'occasion pour les participants de célébrer les 10 ans de l'accord de Paris et ses réussites. La plus importante et la plus évidente est que nous avons évité le pire en termes de réchauffement climatique et que cet accord a permis l'émergence d'une véritable solidarité internationale. Et je suis donc très heureuse de vous passer immédiatement la parole, Madame la Première ministre, pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez retiré de ces 10 ans de l'accord de Paris et nous dire comment vous voulez vous projeter et nous projeter dans l'avenir. C'est à vous, Madame la Première ministre. Merci beaucoup, Madame, et merci également de m'avoir donné l'opportunité, Monsieur le Président, d'être ici afin de célébrer ce 10e anniversaire. C'était un moment important pour les petits États insulaires en développement et pour d'autres pays dans le monde. Et pour ceux qui doutaient l'accord, vous n'avez qu'à regarder le nombre de crises qui se sont succédées au cours des 10 dernières années. Et c'est tout à fait malheureux qu'à ce moment, nous attendons de voir quelle est l'ampleur des dégâts en Jamaïque au cours des dernières 24 heures, ainsi que à Cuba et en Haïti également. Nous entendons des histoires de morts ainsi que des dégâts et nous ne savons pas quel sera le résultat final d'ici 2 à 3 jours, avec d'autres pays qui seront également frappés. Je dis cela parce que nous revenons tous les ans pour dire la même chose. Et la vérité est que l'accord de Paris est devenu le point de référence pour que l'on puisse dire que c'est à ce moment-là que nous avons pris au sérieux les ambitions. Et bien évidemment, nous avons eu quelques préoccupations sur ce chemin, parce que, comme je l'ai dit, nous avons mal interprété l'engagement et souvent nous parlons de capacité parce que lorsque nous parlons d'engagement, nous ne parlons pas de notre capacité à remplir ces engagements. Je parle en tant que petit État insulaire en développement qui aurait aimé faire beaucoup plus d'avance, beaucoup plus de progrès avec nos propres objectifs. Nous sommes restreints par le coût des batteries et le coût de l'électricité aux consommateurs. Et je ne suis pas sûr que nous avons trouvé le moyen d'assurer que ce que nous faisons à ce stade peut devenir la réalité. Mais nous ne pouvons pas ignorer tout cela. Ce serait en notre péril. Et je pense que avec ce que nous avons vu avec la tempête Melissa, qui se déplace sur la mer des Caraïbes avec des températures à 3 à 4 degrés supplémentaires, cela veut dire que nous parlons de créer une nouvelle catégorie de tempête, la catégorie 6, parce que c'est tout à fait sans précédent. C'est ma conviction, et vous le savez, Emmanuel, que nous devons stopper le méthane. Nous savons, parce que les scientifiques nous l'ont dit, que la possibilité de réduire les températures, et non pas nous arrêter à 1,5, mais de
renverser cette tendance d'ici 2050 vient de deux choses, le contrôle de la déforestation et, encore plus important, d'arrêter les superpolluants comme le méthane, qui sont beaucoup plus dangereux que le CO2, mais qui restent dans l'atmosphère pendant 12 à 15 ans. Si nous nous donnons l'opportunité, nous pouvons faire cela, mais il faut également parler de langage parce que nous avons des personnes qui aiment l'accord de Paris et ceux qui détestent l'accord de Paris. Et donc, si j'arrête le torsage des gaz, j'arrête de perdre de l'argent. Donc, il faut parler le langage des actionnaires des entreprises pétrolières. Et comme je l'ai dit récemment, ils ne sont pas les ennemis. Les émissions sont les ennemis. Mais il faut atteindre les objectifs de ceux qui souhaitent sauver la planète. Il existe également d'autres questions qui sont la source de ce problème de méthane. Les technologies existent et c'est plus facile de gérer ce problème d'émissions causé par les êtres humains. Si nous arrivons à le faire, ceci va nous gagner du temps. Et ça va nous permettre d'investir dans la recherche et le développement afin d'avancer de façon considérable la décarbonisation qui est nécessaire afin que cela devienne une partie intégrante des solutions énergétiques. Et la réalité est que ce n'est pas ma conviction que d'ici 25 ans, nous aurons la capacité suffisante de permettre à tous les pays de procéder à une transition juste. Cela signifie que les personnes vont s'ouvrir parce que nous allons les priver de l'accès à une énergie abordable. Et c'est la raison pour laquelle les peuples et les planètes ne doivent jamais être séparés. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Comme d'habitude, c'est vibrant et franchement, je crois que tout le monde adhère à ce que vous dites. Et nous avons la chance d'avoir à côté de vous, Monsieur le Président de la République, qui lui aussi, sur les dernières années, a été extrêmement impliqué pour que la France continue au travers des One Planet Summit, mais pas que, à maintenir l'ensemble des efforts de la communauté internationale sur ces thèmes pour qu'ils restent vivants, quelles que soient les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, c'est mon grand plaisir de donner la parole à Monsieur le Président de la République pour qu'il puisse clôturer cette journée. À vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup. D'abord, merci Madame la Première ministre. Merci, chère Mia, d'être là, une fois encore, et d'avoir un discours si clair. Merci, Madame la ministre, de nous permettre de conclure ces travaux. Et en effet, je veux saluer tout le travail qui a été fait il y a 10 ans lors des accords de Paris. Et d'une COP l'autre, c'est une chance d'avoir Laurent Fabius ici avec nous. Et André, avec la préparation de la COP de Belém dans quelques semaines, quelques jours, devrais-je dire, où nous serons d'ailleurs ensemble pour porter cet agenda. La COP de Paris et les accords de Paris ont permis de stopper un train qui était parti à pleine vitesse. La trajectoire de l'époque, elle était au-dessus des 4 degrés. Et donc on a mis en place collectivement un processus, des mécanismes de contrôle, une discipline qui a très fortement freiné ce train, avec des objectifs, on le sait, on devrait être sur la pente des 1,5, avec cet objectif de neutralité carbone 2050. On n'y est pas aujourd'hui totalement au niveau international, mais on a déjà beaucoup freiné. Je le dis parce que c'est important aujourd'hui de rester mobilisé sur cette trajectoire. Il y a un avant, un après. Et on a quand même montré à l'international qu'on avait su résister, y compris à tous les choix dans tous les sens, les retraits, les retours, etc. Donc il y a quelque chose d'irréversible qui s'est quand même créé grâce aux accords de Paris et à la mécanique collective. Maintenant, je ne veux pas être trop long et je veux me concentrer sur 3 choses, dans la continuité exacte et en sympathie avec ce que vient de dire Mia Mottley.
La première, sur quoi concentrer nos efforts? On sait les étapes. À Belém, on va porter nos trajectoires 2035. Et les Européens seront au rendez-vous. Et on a d'ailleurs décidé, il y a quelques jours, au dernier Conseil européen, d'avoir ce point de rendez-vous de 2040, d'être au rendez-vous de 2040 en réduction pour être sur notre trajectoire de neutralité carbone 2050 et de se mettre les bons leviers techniques pour pouvoir y arriver. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Aller plus vite sur l'innovation, réussir à mieux accompagner dans nos pays pour que les transitions soient justes, et sans doute mettre plus de neutralité technologique, parce qu'en fait, la science, chaque secteur évolue encore beaucoup plus vite, et des choses qu'on pensait régler, qu'on a parfois surnormées, on peut arriver au même résultat avec plus de neutralité technologique. Et mettre les bons niveaux d'investissement public et privé. Bataille qui est clé, je vais y revenir. Après, au niveau international, je crois pouvoir dire, si on voulait dézoomer, on a 2 combats essentiels. Le combat sur le méthane, Miyamoto vient de l'évoquer, il est clé. Il est clé pour accélérer sur, au fond, un gaz qui est extrêmement émetteur. On sait que ça touche quelques secteurs, on sait que ça touche quelques pays, mais on a maintenant les technologies qui permettent d'y arriver. Et donc le but, c'est de mobiliser sur cette coalition. Et en effet, c'est une coalition où on peut récupérer les États-Unis avec nous. Et qui est compatible avec un agenda de plusieurs pays qui ont pu émettre des doutes sur le reste de l'agenda climatique. Donc le méthane, c'est très efficace, il y a plus de consensus, il faut aller très vite et très fort. Le deuxième, c'est le charbon dans la transition. Et on a encore plusieurs pays riches qui sont des gros émetteurs, des gros producteurs, parfois encore des exportateurs. On a des pays émergents qui n'ont pas encore atteint leur pic, alors certains sont en train de l'accélérer. Mais tout ce qu'on peut faire pour aider à accélérer le pic chez les uns, mais surtout à sortir plus vite du charbon, et parfois même, c'est pour ça qu'il ne faut pas être doctrinaux, mais aller du charbon vers le gaz, c'est une énorme avancée dans beaucoup de ces pays. Évidemment, aller vers le nucléaire et le renouvelable, c'est encore mieux. Mais le retrait du charbon est une bataille clé en termes d'efficacité à l'échelle internationale. Et à cet égard, ce qu'on a bâti ces dernières années avec les JETP, nos fameux pactes qu'on a bâtis à Glasgow lors de la COP, qui permettent d'accompagner des pays dans leur stratégie de décarbonation et surtout de sortie charbon, c'est vital. Vital. Il y a tout un processus aussi qu'on a lancé à Glasgow puis Sharm el-Sheikh, qui est très important, qui est d'accompagner la transition. Je dis ça parce qu'on a beaucoup de pays qui sont encore en train d'investir sur des centrales à charbon. Si on veut décarboner et être à ce rendez-vous, il faut donner une perspective à ces investissements et donc il faut changer, réinvestir, si je puis dire, pour justement les sortir du charbon eux-mêmes. Et là, on a créé la technique à l'international avec l'aide de quelques-uns et c'est un combat clé. Donc voilà, méthane, charbon. Le troisième combat clé pour y arriver à court terme, c'est évidemment les financements. Et là-dessus, je voudrais insister sur l'importance évidemment des financements publics. L'Union européenne est leader à cet égard, mais elle ne pourra pas se substituer à tous ceux qui retirent un peu de leur financement public. Mais nous, on continue, on donne de la visibilité aux collègues. Mais derrière, il faut mobiliser beaucoup plus de financements privés. Et ce qu'on a fait ces dernières années avec les One Planet Summit, en particulier pour les fonds souverains, je les ai réunis encore il y a quelques jours, et les asset managers, etc., est clé, c'est-à-dire créer des catégories d'actifs qui sont identifiables par les acteurs privés et qui permettent justement de rediriger beaucoup des liquidités internationales privées vers les classes d'actifs qui permettent cette transition beaucoup plus facilement. Ça, c'est l'agenda, si je puis dire, des accords de Paris, et ce sur quoi, me semble-t-il, il faut qu'on accède. Résister, mais c'est méthane, charbon et financement. À côté de ça, c'est ma deuxième catégorie de remarques. On a, ces dernières années, consolidé, les scientifiques l'ont consolidé, l'IPES est venu compléter les travaux du GIEC. On a un énorme sujet biodiversité. Et ce sujet n'est pas anecdotique du tout. C'est un sujet qui est complètement jumeau, parce que notre biodiversité est une des solutions aux émissions, parce que des mangroves aux forêts primaires et à nos océans, ce sont des puits de carbone, parce que ce sont aussi des sources d'innovation naturelle qui nous permettent justement de réduire les émissions, et parce que ce sont des leviers aussi d'adaptation au changement climatique. Quand on a une nature qui est stable, on résiste beaucoup mieux au dérèglement du climat. Et je veux aussi avoir à mon tour un mot, une pensée très forte pour nos collègues des Caraïbes. Mia est là avec nous aujourd'hui, ce qui est un privilège immense, alors que tous les voisins sont en ce moment, ont été touchés par des ouragans absolument terribles. Et en effet, pour nos amis d'Haïti, de la Jamaïque, du Cuba, je vais avoir une pensée toute particulière. Mais la biodiversité, c'est un combat qu'on doit maintenant mener. On l'a établi scientifiquement, et on consolide cela.
On est en train de bâtir là aussi une méthodologie avec des crédits biodiversité. C'est le travail qu'on a demandé à Madame Goulard et Dame Amélia Fassette. Et donc on commence à avoir quelque chose qui se stabilise en méthode. Et ce nexus, si je puis dire, climat-biodiversité est absolument fondamental si on veut réussir. Et là, le cœur de la bataille, c'est évidemment toutes les politiques de reforestation, mais c'est aussi les politiques de conservation des forêts primaires et des mangroves. On a dans ces forêts primaires des réserves de biodiversité. On a plus des 3/4 de la biodiversité mondiale. Et on a, je parle sous le contrôle de Monique, 14% du carbone irrécupérable. C'est-à-dire que si on les détruit, on recule de plusieurs cases. Et donc ce que certains ont su faire avec des politiques totalement particulières comme au Gabon pendant des décennies, ce qu'on n'a pas su faire dans d'autres pays avec les déforestations, si on continue comme ça, on va détruire en quelque sorte beaucoup plus rapidement. Et je salue à cet égard tout l'engagement du président Lula qui a stoppé ce qui était en train d'être fait dans son pays par l'administration précédente, qui s'est beaucoup engagé sur ce sujet. Mais on a besoin, et il y a plusieurs fondations qui sont ici présentes, qui nous ont beaucoup aidés sur ce point, de valoriser en quelque sorte ces crédits de conservation et d'accompagner les pays, mais aussi avec les peuples autochtones, les collectivités locales, chère Anne, qui sont essentielles dans cette dynamique, pour qu'elles aient la rémunération d'une politique de préservation. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de bâtir avec No One Forest Summit, et ce qu'on doit continuer à bâtir à l'échelle internationale. La politique de reforestation et de préservation des mangroves et des forêts primaires est essentielle si on veut délivrer la trajectoire des accords de Paris et si on veut préserver la biodiversité. Le dernier combat, c'est exactement ce qu'a dit Mia Mottley en prenant l'exemple du méthane et en parlant des peuples et de la planète qui ne sont pas opposés. On a bâti en 2023 avec une soixantaine de pays du monde entier, d'ailleurs bousculant ceux qui voudraient opposer un sud global à un nord égoïste, l'est ou l'ouest. Tout le monde s'est réuni, on a construit une plateforme commune qui est ce pacte pour les peuples, la prospérité et la planète. Et au fond, la méthode qui a découlé de cela et qui a été initiée par l'agenda de Bridgetown et ce que Mia Mottley avait lancé, c'est un discours vibrant de pays, en l'espèce pays à revenus intermédiaires, touchés par le dérèglement climatique, qui croient au climat, mais en quelque sorte à qui on demandait chaque jour, depuis les pays riches, vous devez faire le climat, mais renoncez à des politiques de développement. C'était inaudible, c'est un facteur de division. Et c'était parfois une incompréhension entre certains dans nos opinions publiques qui disaient à des pays qui parfois n'étaient pas électrifiés comme il fallait, qui étaient encore à lutter contre la pauvreté, vous ne devriez pas faire ça, vous ne devriez pas aller faire des explorations de gaz ou des exploitations de gaz, parce que ce n'est pas bon pour la planète. Et eux nous regardaient en disant, vous êtes sympa, vous êtes parfois en train de le faire, vous rouvrez chez vous des centrales à charbon parce que vous n'avez plus le gaz russe, et vous venez nous donner des leçons. La réconciliation qui marche, c'est une stratégie globale, mais qui se décline après par des stratégies nationales, des financements publics et privés mobilisés ensemble, une stratégie pays compatible et la réconciliation d'un agenda climat-biodiversité, développement et donc lutte contre les inégalités et financement des grandes politiques communes et en particulier de la santé. Et beaucoup sont en train de revenir à cet agenda aujourd'hui, qui est un agenda qui seul permet d'être inclusif, c'est-à-dire d'associer tout le monde, d'être respectueux des stratégies nationales. Et je salue Chrysoula qui a présidé après sa fonction ministérielle destinée justement du 4P. Le 4P qui est abrité par l'OCDE joue ce rôle essentiel de réconcilier tout le monde autour de cet agenda prospérité, climat, biodiversité et financement de nos grands communs, en particulier la santé. C'est fondamental de garder cet agenda parce que c'est celui qui va permettre de continuer d'avoir l'adhésion à l'agenda de Paris, d'avoir les bons résultats et de réconcilier, comme l'exemple du méthane donné par Mia Mottley le montre, l'ensemble de ces lignes. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais merci infiniment. Merci à tous ceux qui sont là et continuent de le faire vivre et à tous ceux qui sont actifs sur cet agenda. Je veux vous remercier pour cela, mais je veux ajouter une ou deux choses sur le contexte, sur le financement tout d'abord. En réalité, il y a 2 ans ici, lorsque nous avons lancé les 4P avec la clause des catastrophes naturelles. Quoi qu'il en soit, si la Barbade
était touché aujourd'hui, nous pourrions débloquer 18% de PIB en liquidité en déférant les intérêts de notre dette. En juin, 500 millions de fonds ont été débloqués. Il faut qu'il y ait des entités souveraines qui soient capables de faire des accords. Il n'y a personne qui soit capable de débloquer 18% du PIB. Il y a trop peu d'assurances, des sous-assurances. Et tout cela, ce sont des clauses légales. Il faut donner de la certitude aux emprunteurs. Donner de la certitude aux emprunteurs, c'est ce que fait déjà le marché, c'est ce que fait, et nous devons convaincre les pays dans le monde de le faire. Nous reconnaissons que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, et je ne le dis pas de manière ironique. Nous n'avons pas créé la crise climatique et nous n'avons pas le luxe d'attendre que ceux qui l'ont créée soient à la hauteur des problèmes. Nous avons transformé un fonds en fonds de résilience. Chaque citoyen de Barbade et chacun qui travaille à Barbade donne 0,25% de leurs gains sans que ce soit plafonné. Les employeurs s'adaptent en fonction de ce que les employés sont payés. On le fait parce que nous avons des impératifs de développement comme en Jamaïque et comme d'autres pays dans la région. Nous avons été décimés, nous avons perdu notre zone côtière, nous avons été endommagés et nous avons besoin de trouver des manières de refinancer. Je vous ai partagé ces deux exemples parce que c'est impératif de continuer ces efforts de développer plus de fonds au sein des ODD, mais il faut aller au-delà des fonds qui font partie du fonds de perte et dommages si nous voulons utiliser les fonds de manière appropriée. Ce fonds pour les pertes et les dommages n'a pas été capitalisé de manière appropriée. Nous ne pouvons pas ignorer le besoin de fonds publics et privés. Dans les pays du G7, nous savons qu'il y a des difficultés de fiscalité, mais il faut trouver une manière de reconceptualiser la manière dont le système financier fonctionne. L'eau, l'éducation, la santé, ce sont des prêts qui devraient être des prêts sur 30 ans pour les pays à revenus moyens et bas. Si nous parvenons à cela, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir les fonds dont nous avons besoin? C'est ça qui nous permettra d'avancer, c'est ça que nous demandons au G7. Utiliser les leviers politiques pour changer de paradigme véritablement sur l'eau, l'éducation et la santé. La santé a été affectée par la crise climatique. Et je veux avoir une pensée pour la Jamaïque, Cuba et Haïti. Ils ont nos prières et je pense que nous sommes toutes et tous d'accord que nous allons essayer de les aider grâce à un effort humanitaire qui sera nécessaire dans les jours qui arrivent. Merci. Thank you, Madame Motley. Merci, Madame Motley.
Je pense que l'on pourrait passer la nuit à débattre sur les besoins du développement, sur la reconstruction du développement et quels sont les liens entre les différentes crises auxquelles nous faisons face. Il y a différentes manières de le voir, bien entendu. C'est très certainement une discussion que vous aurez de nouveau avec le président Macron la semaine prochaine. Vous allez donc vous rencontrer la semaine prochaine et nous avons besoin de vous, aussi, Monsieur le Président, dans ces débats, parce qu'il y a trop de voix discordantes qui veulent abandonner sur cette discussion. Et ce n'est pas le sens de ce que vous voulez dire. Oui, il y a des choses à réparer, mais il faut avancer tous ensemble. Et je veux vous remercier au nom de toutes et tous pour ce message de vous deux. Merci.